Bonsoir, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Nous sommes le 6 mai 2025, d'ailleurs c'est la date de la naissance de Sigmund Freud. Et je ne sais pas quel âge il aurait eu, mais ça fait... Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Alors, on y va, on va préparer notre direct. Donc, rendez-vous à 21h le mardi, tous les mardis, ou à peu près tous les mardis, ou pratiquement tous les mardis, nous nous retrouvons ici sur le Facebook, sur ce qu'on appelle le direct. C'est un direct, c'est-à-dire... Comme son nom l'indique, nous sommes assez directs, c'est-à-dire que nous ne nous cachons pas derrière de fausses idées ni de phrases toutes faites. Nous sommes assez directs. Donc bienvenue à tous. Je vous rappelle, je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero à Madrid. Feti, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous nous sommes proposés de faire référence à un sujet, Olivier bonsoir, de faire référence à un sujet qu'on appelle le complexe d'infériorité ou le manque de confiance en soi, où j'imagine qu'il doit y avoir d'autres types de terminologie pour définir un petit peu cette situation que vivent, on va dire, de nombreuses personnes. Non, ça c'est la particularité, c'est-à-dire que c'est un sentiment, le complexe d'infériorité, Nathalie bonsoir, c'est un sentiment qui touche beaucoup de personnes. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe et pourquoi. Alors bien évidemment, rappelez-vous, nous sommes dans un espace de psychanalyse, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une lecture sur l'apparence de ce qui arrive au sujet ou ce qui ne lui arrive pas. Marilyn, bonsoir. C'est donc on va s'intéresser plutôt à ce qui se passe dans l'appareil psychique. Qu'est-ce qui se passe? Comment l'appareil psychique qui se retrouve souvent face à, Claire, bonsoir, souvent face à des conflits, que toutes ces instances et ces mécanismes qui sont dans l'appareil peuvent produire des conflits, et que le moi, c'est celui qui doit s'occuper pour essayer de résoudre ces conflits et pour éviter les troubles qui, on va dire, qui viennent troubler notre vie quotidienne ou qui nous empêchent de vivre. Parce que, principalement, c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire, où il y a des barrières qui viennent de la vie directement, où nous nous mettons nous-mêmes des barrières qui nous empêchent de vivre. Donc, comme on disait, ce sentiment d'infériorité, ce complexe d'infériorité, ce manque de confiance en soi, c'est quelque chose qui est présent, Marlène, bonsoir, chez de nombreuses personnes. Et qui présente donc, Lucie, bonsoir, Nadine, bonsoir, il présente cette idée d'infériorité. Alors, quand on parle en psychanalyse d'infériorité, on va souvent faire référence en fait à ces situations infantiles, comme toujours. C'est-à-dire que, Serge, bonsoir, et non, c'est ces situations infantiles qui sont en jeu encore chez l'adulte et qui font que l'adulte, au lieu d'avoir les pieds à la hauteur des pieds, ben, il va se retrouver à se juger lui-même, à se donner de propres appréciations, c'est-à-dire qu'il a complètement l'incapacité. C'est pour ça qu'on va voir aussi, on voit que les êtres humains, nous sommes incapables de voir vraiment ce qui nous arrive, de nous rendre compte de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que nous vivons toujours dans une sorte d'aveuglement, en fait, surtout principalement sur nous-mêmes. Donc les jugements que l'on peut faire sur nous-mêmes en disant voilà, hein, par rapport au complexe d'infériorité, toutes les phrases qu'ils peuvent avoir pour montrer que le sujet se sent incapable et qu'il se compare avec les autres et que les autres peuvent toujours le faire mieux que lui. Virginie, bonsoir. Et Vidovic, bonsoir. Ben, évidemment, ce sont des lectures qui parlent plus du sujet que de la réalité.
Et rappelez-vous, ça c'est une chose importante, quand le sujet parle, il parle de sa réalité psychique, pas de la réalité matérielle. Et on va voir ce qui se passe, parce que même le patient va vouloir nous expliquer que son sentiment d'infériorité, ce qui lui arrive, c'est justifié. Mais nous ne pouvons pas tomber dans ce piège. Nous savons que le sentiment d'infériorité vient d'ailleurs. Jean-Loris, bonsoir. Donc, et la psychanalyse va s'occuper, comme je disais, de voir ce qui se passe dans l'appareil psychique. C'est-à-dire, c'est l'appareil psychique où il y a, dans l'appareil psychique, il y a des instances qui ne sont pas d'accord, et qui provoquent des troubles dans la vie du sujet. D'accord ? Alors, et les deux instances de l'appareil psychique qui vont se manifester, qui vont provoquer ce trouble, c'est le moi du sujet et son idéal du moi. D'accord ? C'est le moi et l'idéal du moi. Alors, on va commencer par se poser la question, qu'est-ce que cet idéal du moi ? Alors, ce qu'on appelle l'idéal du moi, c'est une partie délire moral du névrosé. Et oui, Sergio, mais pas seulement. Non, c'est pas seulement l'intervention de la morale. Fait-il d'après Freud, le complexe d'infériorité n'est que le sentiment de culpabilité inconscient, n'est que, déjà ça fait bizarre, fait-il. Non, il y a une participation du sentiment de culpabilité inconscient, mais pas d'infériorité, ça n'existe pas le sentiment d'infériorité inconscient. Le sentiment d'infériorité, il est bien conscient. On sait que le moi a une partie consciente et une partie inconsciente, et que le surmoi, la même chose. Il y a une partie consciente et une partie inconsciente. Et l'idéal du moi, on va voir que c'est aussi une partie du moi. Ce sont des parties qui se sont fabriquées à partir du moi. Alors, Freud, il va nous parler pendant toute son œuvre, justement, où dans de nombreux textes, il y a parfois où on n'arrive pas à bien faire la différence entre, dans les lectures des textes, en tout cas dans les traductions ici en espagnol, on ne fait pas bien la différence entre le surmoi et l'idéal du moi, comme si ils étaient un peu équivalents. Alors, on va voir pourquoi il y a cette situation. Et donc, nous savons que le moi s'est formé en contact avec, d'un côté le ça, et de l'autre côté la réalité matérielle. C'est lui qui va faire l'intermédiaire entre la réalité matérielle et le ça. Le ça qui n'aura jamais de contact avec la réalité matérielle. Il va devoir passer tout le temps par le moi pour voir si le moi accepte. Ce complexe rappelle à une fois le délire moral de l'obsessionnel. Alors, on va voir que ces deux instances, donc on a le ça, on a le moi, donc qui va avoir fonction un petit peu pratiquement comme s'il s'agissait d'une écorce. Et de l'autre côté, il y a la fabrication, on va dire, du surmoi. La fabrication du surmoi qui va être une partie du moi. Il y a une partie du moi, c'est-à-dire que le moi, face à la menace de castration, il va sacrifier une partie de son moi pour fabriquer un surmoi. D'accord ? Ce sont donc ces instances parentales qui vont être incorporées et qui vont prendre une place du moi. Mais l'idéal du moi, on va voir que et en fait il va se fabriquer juste avant dans la constitution chronologique. Alors quand nous on parle de la constitution chronologique, c'est pas pour rentrer dans la vie de l'enfant quand il a 3 ans, quand il a 4 ans, quand il a 5 ans. Sinon, c'est pour faire référence à ce qui arrive à l'adulte. Rappelez-vous que nous, en psychanalyse, on s'intéresse, on va pas, Jazz, bonsoir, on va pas aller s'intéresser au bébé qui parle à peine, sinon qu'on va s'intéresser toujours à l'adulte. Et que tout ça c'est intéressant pour permettre l'après-coup, pour pouvoir penser après à ces mécanismes de régression qui ont souvent lieu, on va dire, dans le cas des névrosés.
Alors, l'idéal du mois, on disait que l'idéal du mois, il se fabrique un petit peu avant le surmois. C'est-à-dire que, mais il va faire partie du surmois. Il va faire partie du surmois. Donc, l'idéal du mois, et en fait, il va avoir des fonctions. Il va exister pour avoir des fonctions. Il a un travail à faire. Et le travail qu'il a à faire, c'est l'auto-observation, la conscience morale. Il va aussi participer à ce qu'on appelle la censure onirique. La censure qui a lieu dans le rêve, qui parfois ne nous permet de nous rappeler qu'un fragment du rêve. Et aussi, il va avoir un rôle important, une influence importante dans le mécanisme du refoulement. Il va participer au refoulement. Et Fadoua, bonsoir. D'accord? C'est-à-dire il travaille. Cet idéal du moi travaille. Et il va intervenir, donc, à chaque fois quand le sujet va se retrouver face à certaines situations, il va intervenir et comme on voit, en fait, son intervention, c'est en général assez limitante. C'est l'auto-observation, donc l'auto-observation en général, c'est pour voir si j'ai bien fait, si je l'ai mal fait, si c'est bien, s'il faut répéter, ou la conscience morale. Donc là, il y a un jugement qui va intervenir aussi, qui est de l'ordre aussi des fois du bien et du mal. La censure onirique, alors là par contre c'est un mécanisme, la conscience morale, des fois on n'a pas notion non plus sur ce qui va se passer. Et je veux dire que ce sont des mécanismes inconscients, que ce que nous avons, c'est le résultat, un bout de rêve. Le patient se présente en séance et il dit « Je me rappelle simplement que dans mon rêve, le ciel était bleu. » Ah, non, et que tout le reste, je l'ai oublié. Bon, on travaille avec ce dont il se rappelle. Et la mauvaise opinion qu'on a de soi-même. La mauvaise opinion, c'est ça un petit peu le complexe d'infériorité, effectivement. C'est la mauvaise opinion qu'on a de soi-même. Alors déjà, on a une opinion. On a une opinion. Donc, quels sont les critères de lecture pour cette opinion? En général, si on a une trop mauvaise opinion de soi-même, on va dire que ce n'est pas... on ne peut pas s'y fier. On ne peut pas la croire. On ne peut pas s'y fier. Mais quand elle s'impose et que le sujet ne peut pas éviter... Il ne peut pas éviter de la croire, bien évidemment, il faut avoir recours à la psychanalyse. Malika, bonsoir. Non, parce que la psychanalyse, c'est le seul instrument qui existe actuellement pour pouvoir avoir accès à l'appareil psychique, pour pouvoir mobiliser les mécanismes de l'appareil psychique. Alors, et quand on parle donc du refoulement, Hakim, bonsoir, quand on parle du refoulement, on parle aussi d'un mécanisme inconscient qui fait que, en fait, il y a beaucoup de choses et que tout ce qui va me déranger, mais je me rends même pas compte que ça me dérange. Sinon que je vais être même capable de dire, mais non, ça me dérangeait pas du tout. Mais n'empêche que je l'ai refoulé. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a cette contradiction, encore une fois, chez l'être humain, où il n'a pas cette capacité d'assumer qu'il y a des choses, oui, qui le dérangent et que de soi-même, non, des choses qui nous dérangent de nous-mêmes et donc on va utiliser le mécanisme du refoulement. Pourquoi? Pour ne rien voir, pour continuer à être complètement aveugle sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'on dit que la psychanalyse, c'est un instrument qui va nous permettre l'autoconnaissance et l'autotransformation. Parce que l'autoconnaissance permet l'autotransformation. Et quand on dit autoconnaissance, c'est-à-dire que ce n'est pas le psychanalyste qui va venir en disant « voilà, je vais vous faire le petit... » Non, sinon que c'est une découverte que le patient va faire à son rythme, à sa manière, qu'il va découvrir un petit peu la personne qu'il est, mais qu'il n'est pas celui qu'il pensait être, surtout ça, non? Donc, c'est pour ça que des fois, c'est pas facile, parce que notre orgueil a été touché, je ne suis pas celle que je pensais être, même des fois si je suis mieux que ce que je pensais, mais comme ça ne correspond pas à l'idée que j'avais de moi, ça ne me va pas. Bon, alors, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas du bien et du mal. Le bien et le mal dans l'appareil psychique, dans l'inconscient, ça n'existe pas. L'inconscient n'a pas ces valeurs-là. Il n'a pas ces valeurs-là.
Alors, et donc, nous savons que quand, comme dit Jean Loris, quand on a une mauvaise opinion de soi-même, ben, nous savons que nous avons donc ces éléments qui interviennent. C'est-à-dire qu'il y a la conscience morale, et on dit que la conscience morale aussi, en général, c'est une idée assez religieuse. C'est la religion qui a créé ce bien et ce mal, et que nous continuons à nous imposer, non, à nous imposer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe comment et avec n'importe qui. Non, mais disons que la morale, rappelez-vous que c'est un barrage qui est nécessaire dans la constitution de l'enfant pour pouvoir limiter ses actions. Puisque cet enfant qui est polymorphe perverse ou perverse polymorphe, il est capable de jouir de tout avec son corps, avec les autres, tout ça. Donc il va falloir limiter. Et la morale, c'est un barrage. On dit que c'est un barrage, la honte c'est un barrage, la pudeur c'est un barrage. Mais après, il arrive un certain âge où cette morale si stricte qu'on nous a montré dans l'éducation, elle n'est plus aussi nécessaire à l'âge adulte, que nous savons un petit peu ce qui convient. Parce que ce dont il s'agit, c'est pas de faire les choses bien ou mal. C'est de pouvoir apprendre à avoir un critère pour savoir et faire ce qui me convient. Et ça, c'est un travail, parce que très souvent, on se retrouve face à des situations dans la vie où on dit ben, « je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce qui me convient hein ». Et donc, bien évidemment, on peut répondre, quand je ne sais pas ce qui me convient, ben, je réponds un petit peu n'importe comment face à la réalité. Par complexe, un complexe fait-il un complexe? Non, il y a le complexe d'Oedipe, le complexe de castration, le complexe d'infériorité, en général justement parce que c'est complexe, parce qu'il y a plusieurs instances qui sont en jeu, il y a plusieurs mécanismes qui participent, et c'est pour ça que ça s'appelle un complexe de complexité. C'est complexe de complexité. Alors, on va voir... Donc on disait que dans ce complexe d'infériorité, il y a en fait une tension entre le moi et l'idéal du moi. C'est-à-dire que le moi se trouve toujours sous son idéal. Donc il est tout le temps en train de se regarder dans le miroir avec son idéal, et il trouve, à chaque fois qu'il fait cette lecture, l'idéal est beaucoup mieux que lui, et que lui, il est nul. Mais de prouver sans cesse aux autres et à soi-même qu'on est doué des qualités les plus hautes. Mais quand on a besoin de prouver quoi? Parce qu'en fait, on a des qualités selon les jours, selon les moments, selon nos contacts avec les personnes. Nous ne sommes pas des êtres formidables à 100% à tout moment. Non. Donc, justement, ce dont il s'agit, c'est un petit peu d'accepter notre humanité, que nous ne sommes pas aussi formidables que notre idéal voudrait que nous soyons. Et c'est pour ça que... Mais cet idéal du moi, bien évidemment, c'est une attitude un peu infantile. Déjà, l'idée de idéal. Et l'idée de idéal, c'est aussi quelque chose d'infantile, dans le sens où je sais que je n'y arriverai jamais. C'est idéal. Idéal, ça veut dire que ça n'existe pas. Donc je me compare face à quelque chose qui n'existe pas. Et vous savez que l'être humain, à chaque fois qu'il essaye de faire face et d'une certaine façon de contredire sa condition d'être humain, il va produire des troubles. Et ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que si je veux que mon moi soit à la hauteur de mon idéal, et effectivement, je vais produire des troubles. Ou dans un sens ou dans l'autre. Parce que des fois, j'ai l'impression que mon moi correspond à mon idéal. Ça, c'est une autre situation, on va dire. Alors, attendez, hop. Donc, Bénice, bonsoir. Donc, Michel, bonsoir. Donc, d'un côté, il y a une part du moi qui est différenciée de l'idéal du moi, et il y a aussi, bien évidemment, la participation du sentiment de culpabilité. Est-ce que l'idéal du moi vient en s'identifiant à l'idéal de moi des parents? Il peut y avoir l'idéal du moi, c'est quelque chose qui est inconscient.
Hein, quand on dit que la fabrication du surmoi, c'est l'introjection des figures parentales et tout ce que contient ces figures parentales. Et en fait, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas, nous le savons théoriquement. Mais dans un cas précis, nous ne savons pas, simplement nous pouvons voir les effets. C'est-à-dire qu'il y a toute l'histoire. Freud disait que dans le surmoi, dans l'introjection du surmoi, en fait, il y a toute l'histoire du pays, il y a toute l'histoire de la vie de nos ancêtres. Donc, il n'y a pas simplement ce papa et cette mère que nous avons eue, qui étaient bien ou pas bien, qu'on va introjecter, sinon qu'il y a toute une histoire. Alors, et cet idéal du moi, donc on parlait de ce conflit qui existe entre le moi et l'idéal du moi, et le sentiment, l'intervention du sentiment de culpabilité. Et donc, est-ce que ce complexe peut perturber la vie sexuelle de l'individu? Oui, il peut. Yanis, idéal du moi, un part excitateur efficace contre la frustration du réel. Alors, on va voir un petit peu, on va voir ici, donc on disait que le sentiment d'infériorité va apparaître à chaque fois qu'il y a un conflit en fait entre ce moi et cet idéal du moi. Et ensuite, on va voir et que tout va dépendre aussi, comme toujours, de questions de quantité. Non, en psychanalyse, on parle de quantité d'énergie qui va se trouver dans le moi, de quantité d'énergie qui va être dans l'idéal du moi, de quantité d'énergie qui va se retrouver dans le surmoi. Et donc, par rapport à ces quantités, et après les mécanismes qui vont se mettre en place pour distribuer cette énergie. C'est pour ça qu'on dit que la psychanalyse, c'est l'instrument qui va permettre, d'une certaine façon, d'apprendre à régler cette énergie à l'intérieur de l'appareil. Alors, on n'apprend pas de façon consciente, bien évidemment, puisque c'est un appareil dans lequel nous n'avons accès que grâce à la psychanalyse et grâce à l'interprétation. Alors, Rachid, bonsoir. Donc, donc l'idéal du moi, en fait, ça fait partie aussi, c'est aussi un héritier comme le surmoi, on dit que le surmoi c'est l'héritier du complexe d'Oedipe. En fait, l'idéal du moi, c'est l'héritier du narcissisme primitif. Donc c'est du narcissisme primitif, qu'est-ce que ça veut dire? Du narcissisme infantile, celui que nous avons tous eu. Idéal du moi, moi idéal, merci. Que ce sont deux choses différentes. Et donc, l'idéal est fait d'une manière très infantile, en fait, conformément au moi infantile, parce que cet idéal du moi était nécessaire, encore une fois, par la Constitution, mais après, on va plus autant s'en occuper, dans le sens où il peut dire ce qu'il a à dire, mais je ne m'en occupe plus. Ce sont des désirs infantiles qui se manifestent. On disait, avec de hautes valeurs, je vais avoir de hautes valeurs et un pénis plus grand que celui du voisin, par exemple, parce que de hautes valeurs, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des désirs infantiles, Et quand le sujet va comparer son moi, donc à cet idéal du moi, qui est quelque chose d'infantile, eh ben, il va bien évidemment se retrouver face à l'idée que, en fait, il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Et en plus, non, il n'est pas suffisant parce que là aussi, il va se rendre compte qu'il a besoin des autres. Alors, pour certaines personnes, c'est une chance. Si j'ai besoin des autres et qu'il y a plein d'autres qui sont là, je vais apprendre à m'enrichir grâce aux autres. Mais il y en a d'autres qui le voient comme une sorte de défaut. J'ai besoin des autres. Moi qui pensais, non, comme les enfants. Moi, je pensais que je pouvais le faire tout seul. Et tout d'un coup, je me rends compte, tout seul, je ne peux pas. J'ai besoin des autres. Et ça, c'est, ce narcissisme primitif, infantile, est touché. Et bien évidemment, il a mal. Moi idéal, narcissisme primaire. Idéal du moi, narcissisme secondaire. Bon. Alors, on va dire,
Non, c'est pas la même chose. Non, Olivier. Alors, on va continuer avec l'idéal du moi. Non, l'idéal du moi. Et donc, bien évidemment, le moi, non, quand il est en contradiction avec son idéal, bien évidemment, et il va y avoir, il va pas être content du tout, il va pas être content du tout. Et que tout ça, non, il va faire cette différence avec son moi qui est fait selon son narcissisme infantile. Alors, on va voir aussi une chose qui est importante, parce que quand il y a cette présence de l'idéal du moi qui est très présente chez le sujet, en fait, le sujet, il a tendance à s'auto-observer constamment. Il veut s'observer constamment pour savoir si c'est bien, si c'est pas bien, s'il n'aurait pas dû le faire comme ça, le faire comme ci. Non, et donc, en fait, il peut pas vivre. Il n'a pas la possibilité de vivre. Simplement, et en fait, c'est un juge qui est tout là en train de regarder, pouvoir se regarder soi-même. J'étais en train de penser à Cruella de Vil, non? Suis-je la plus belle, miroir, suis-je la plus belle? Et en fait, non? Et donc il passe son temps à s'auto-observer pour voir si, en fait, son moi, il remplit les conditions, s'il ne remplit pas les conditions de faire correctement les choses, et que s'il ne fait pas les choses correctement, c'est là où le sentiment de culpabilité va intervenir et qui va le punir. Il faut parler de moi, je parle de tout le monde, Lucie, effectivement. On est tous un peu comme ça, ne vous inquiétez pas. Pas plus vous qu'un autre. Donc, on est tous touchés par ce genre de choses. Mais après, c'est pour ça qu'on parle de questions de quantité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre autrement qu'en se regardant. Alors, Rachid dit, pourquoi madame, vous ne parlez pas de la pratique clinique? La théorie psychanalytique, c'est compliqué. Ah, vous voulez les solutions, hein? Vous croyez qu'il y a des solutions comme ça, Rachid, hein? Idéal du moi et traumatisme infantile, y a-t-il un lien? Non. C'est quoi les traumatismes infantiles? Les traumatismes infantiles, c'est la naissance d'un frère ou d'une sœur. Les traumatismes infantiles, c'est de découvrir que ma mère, elle n'a pas un gros pénis comme je pensais qu'elle avait. C'est, en fait, c'est les désillusions, c'est-à-dire, je dois abandonner toutes ces croyances infantiles que je croyais que ma mère ne me regardait que moi, que je croyais que je pouvais tout seul, que tout ça, il va falloir renoncer. Et ça, ce sont les véritables traumatismes par lesquels le sujet va passer, non, dans sa première enfance. Tous ceux dont on ne se rappelle pas. Poup. Non, on ne se souvient pas de ça, c'est ça qui agit en nous. C'est pas les souvenirs de que mon père il m'a dit ça, ma mère a fait ceci. Non, ça c'est une autre histoire. Ça fait partie de l'histoire du sujet. Mais ce ne sont pas ça les traumatismes. Non, les traumatismes, ce sont ce qui fait partie de notre constitution. Après, on appelle ça traumatisme, mais c'est pour grandir, hein, non, ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui déclenche le sentiment de culpabilité? Alors justement, on va le voir un petit peu, non? Je crois que... on va voir... donc on a vu, ça on a vu... Donc, on disait que pour la fabrication du surmoi, il y avait cette introjection des figures parentales. C'est-à-dire qu'à partir de la constitution du surmoi, en fait, les enfants n'ont plus besoin de papa et maman, entre guillemets. Dans le sens où ils ont incorporé ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qui est bien, ce qui est interdit. Donc, ils ne se promènent plus tout nus n'importe où, n'importe comment. Et donc, ces parents, en fait, ils font partie de leur moi. Donc en fait, ils ne peuvent pas nous manquer puisqu'ils sont à l'intérieur. Ils font partie de nous. Hein, et ils font partie de notre moi grâce à ce système d'identification. Hein, c'est le système d'identification. D'ailleurs, nous allons commencer dimanche un cours qui va faire référence au mécanisme, au concept de l'identification, qui est un mécanisme qui va être utilisé pour
la formation de cet enfant, donc au début de sa formation constitutive, et ensuite que nous allons continuer bien évidemment à utiliser tout au long de notre vie. La culpabilité liée au désir de maître, de père, et d'après Freud. L'idéal du moi n'a-t-il pas une fonction de combattre la désillusion du réel? Mais l'idéal du moi, en fait, c'est quelque chose qui va intervenir. Non, c'est une sorte de thermomètre, en fait. Yanis, l'idéal du moi. C'est celui qui vient passer le thermomètre et moi, je me compare pour voir, non, si, quelle température j'ai atteint, quel niveau j'ai atteint, et selon ce que j'ai atteint, ben, je me punis ou je m'applaudis. On va dire. Donc, en fait, c'est quelque chose à abandonner. C'est quelque chose qu'il faut abandonner, cet idéal du moi. De la même façon que le surmoi qui était nécessaire dans la constitution du sujet, bah après, tout son pouvoir, qui avait énormément de pouvoir au début, dans l'adolescence, le surmoi a énormément de pouvoir, mais après, petit à petit, non, on grandit, et en fait, toutes ces instances ont de moins en moins de pouvoir. Et alors, donc Freud dit que le surmoi, en fait, c'est la continuation du moi qu'il a, en fait, avec les relations avec ses parents. Et que l'idéal du moi fait partie du surmoi. C'est pour ça que Freud, dans son œuvre, Annie Bonsoir, des fois, il les écrit et on ne se rend pas bien compte s'il fait référence au surmoi, à l'idéal du moi. Puisqu'on avait vu que l'idéal du moi, en fait, il a des fonctions, des fonctions d'auto-observation, de conscience morale, de censure dans le rêve. Et que c'est une source principale dans ce qu'on appelle le refoulement. Et c'est-à-dire que l'idéal du moi, on peut le voir comme quoi il englobe la somme de toutes les restrictions et auxquelles le moi doit obéir. C'est pour ça qu'on doit utiliser la psychanalyse. Pourquoi? Pour que le moi puisse faire diminuer le pouvoir de l'idéal du moi. Parce que sinon, c'est l'idéal du moi qui a le pouvoir sur le moi. Hein? Et donc, quand le moi, il a l'impression qu'il est arrivé au niveau de ses exigences, bien évidemment, c'est là où il y a cette effusion, et je suis le meilleur, et là, il y a une grande satisfaction, bien évidemment, mais qui est momentanée, parce que c'est aussi une illusion, non, cette comparaison avec mon idéal, autant quand je vais me voir beaucoup plus petit que cet idéal ou aussi grand que mon idéal, dans les deux cas, c'est une illusion. Enar Ola. Alors, donc quand on parle de ce sentiment d'infériorité, c'est toujours cette tension continue qu'il y a entre l'idéal du moi, c'est-à-dire aussi cette image avec le père, non, l'idéal du moi, et le moi. Non, cette image du père, je veux être comme mon père, aussi grand, aussi fort que mon père. Et en fait, chaque fois qu'il y a une régression, c'est là où on se rapproche de l'idéal du moi. Il me semble pourtant qu'il y a aussi du ça dans l'idéal du moi. Un fantasme qui entraîne aussi du plaisir. L'idéal du moi, c'est une formation du moi. Non, le moi, c'est une formation du ça et de la réalité. Donc, si vous voulez, non, qu'il peut y avoir quelques restes du ça qui va intervenir, mais en général, non, que c'est le moi qui empêche. C'est le moi, enfin, c'est l'idéal du moi qui va empêcher que le matériel du ça puisse s'exprimer directement dans la conscience, puisque ça va être lui qui va participer au refoulement. Alors, comme vous savez, les gens, non, de nombreuses personnes, on va dire, tombent malades face à la frustration. Face à la frustration, quelle qu'elle soit, donc selon les personnes, face à la frustration, il y a, c'est-à-dire, ou la non-satisfaction
d'un besoin ou la non-faction d'un désir qui est considéré d'importance vitale pour le sujet. Donc là, le sujet peut tomber malade. Hein. Mais il y a d'autres fois où c'est justement le contraire, c'est-à-dire dans le sens où c'est quand on arrive à la réalisation d'un désir que là, on tombe malade. Et si vous pouvez regarder autour de vous, il y a des gens, non, des gens qui gagnent au loto et qui ensuite tombent malades, des gens qui enfin réussissent à atteindre leur objectif et qui tombent en dépression. Ils sont très tristes et il y a, Freud il va parler, il va dire, dans ce cas qui semble paradoxal, en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une frustration intérieure qui est venue occuper la place de cette frustration extérieure. C'est-à-dire que Freud va nous dire, et vous voyez ce sont des éclairages qui sont importants pour pouvoir penser non seulement ce qui nous arrive à nous, mais aussi de tout ce qui arrive autour de nous avec les gens qui nous entourent, c'est-à-dire que cette frustration intérieure, non, en fait, vient dire que le sujet ne supporte pas le bonheur. La frustration intérieure, on va dire, l'oblige à souffrir. L'idéal du moi, il désigne un élément du narcissisme et de la seconde topique de Freud. Comment le protéger où il y a une solution, soit thérapie? Ben oui, Brahim, vous savez bien, on va se psychanalyser. Non, c'est le meilleur instrument que nous avons. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Si l'idéal du moi, c'est quelque chose qui est inconscient. Donc, c'est-à-dire que il y a des personnes, quand ils arrivent, et Freud dit que c'est assez courant, quand on arrive en fait à réaliser un désir, même sur lequel nous avions travaillé, un désir, une satisfaction, nous avons peur que la réalisation de ce désir, en fait, on considère qu'on ne le mérite pas. Hein, on écoute ça assez régulièrement, c'est-à-dire je ne le mérite pas. Cette satisfaction, je ne la mérite pas. Et donc ce sont des gens, Freud va les appeler ceux qui échouent face au succès. Et donc bien évidemment, il y a une participation du sentiment de culpabilité ou d'infériorité qui pourrait se traduire comme « je ne suis pas digne d'un tel bonheur, je ne le mérite pas ». Et dans le fond, donc ce sont deux éléments qui vont apparaître et qui font que, pourquoi je ne le mérite pas si j'ai travaillé pour l'avoir? Et même si je n'ai pas travaillé pour l'avoir, si je l'ai, je l'ai. Je veux dire, il n'y a pas de mériter ou pas mériter. Si ça se présente dans ma vie, c'est que si je suis capable de le voir, parce que des fois, la chance, elle peut passer devant moi et je la vois pas. Mais si je suis capable de voir la chance et je suis capable de l'attraper, je veux dire, c'est que c'est pour moi, c'est que je la mérite. Mais il y a certaines personnes comme quoi ils ne le méritent pas, ils ne sont pas dignes d'un tel bonheur. Parce que dans le fond, ces deux motivations se réduisent à une seule. C'est-à-dire que l'une devient la projection de l'autre. Et le destin, va dire Freud, Marie-Laure bonsoir, le destin, et en fait ces sujets, ils attendent que les destins les maltraitent. Ils attendent que ça c'est la normalité pour eux. C'est-à-dire qu'il y a une participation de l'idéal du moi, il y a une participation d'un surmoi sévère, et où en fait sont concentrés, mais sont concentrés quoi? Parce que les gens après ils vont regarder leur vie, oui j'ai pas bien parlé à Martine, et puis j'ai pas dit bonjour à un tel, et puis où ils vont regarder les choses qu'ils ont fait dans leur vie, mais c'est pas dans leur vie. Le problème du sentiment de culpabilité, c'est pas par rapport à ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Non, c'est-à-dire que c'est une condamnation qui est en relation avec la punition de notre enfance. C'est-à-dire que, on va dire, quand il y avait quelque chose qui était interdit dans notre enfance et auquel nous avons mis un certain temps avant de renoncer. Et en fait, nous nous sentons coupables pour nous avoir tripoté quand nous étions tout petits et pour avoir désiré notre père et notre mère, ou pour avoir voulu les éliminer pour rester tout seul ou avec papa ou avec maman. Mais ça, ce sont des désirs qui appartiennent à tout le monde, mais que nous avons tous refoulés.
D'accord? Donc, et là, le refoulement, c'est ce qui permet qu'après, on peut vivre tranquille. C'est quelque chose qui appartient à l'enfance, bien évidemment, et qui n'a plus, bonsoir la Tunisie, et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc, quand pour le sujet qui se sent encore persécuté, on va dire, par ce sentiment de culpabilité, bien évidemment, il doit avoir accès à la psychanalyse. Donc, et la punition dans ces cas-là, parce qu'il va y avoir une punition, parce que le sentiment d'infériorité peut être une punition en lui-même. Donc, de la même façon qu'on avait vu que les remords peuvent être des punitions en eux-mêmes, les remords, le sentiment d'infériorité, ça peut être une punition. Une punition où il y a intervention du sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que se sentir de façon inférieure comme que font les garçons quand ils se mesurent le pénis, où il y en a certains qui pensent qu'ils sont moins dotés que certains, non? Et que tout ça c'est en relation avec ce moi idéal, non? Ou cet idéal du moi, pardon, avec cet idéal du moi, non? Et c'est comparé avec cet idéal. Mais c'est-à-dire que je pense que ce qui devrait être, c'est que je devrais être doté de telle manière ou de telle autre. Et en fait, c'est à chaque fois que je n'accepte pas la réalité telle qu'elle m'est présentée, bien évidemment, je commence à me disputer. Et face à la dispute, c'est la bataille qui va avoir des répercussions dans ma réalité. On dit, écoutez bien, on dit, c'est très intéressant, que les conflits que nous avons dans les instances, dans les différentes instances de notre appareil psychique, en fait, on va voir que les conflits que nous avons, en fait, c'est ceux qui vont se manifester dans notre vie. On se dispute avec la belle-mère, on se dispute avec un tel, on se dispute avec l'autre, mais en fait, ce sont nos instances qui sont en dispute les unes avec les autres. Et en fait, non, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'a dit la belle-mère, ce n'est pas ce qu'a dit mon frère, ce n'est pas ce qu'a dit ma sœur, c'est mes instances psychiques qui sont en dispute. C'est pour ça que si on intervient directement sur ces instances psychiques, alors c'est pas quelque chose de facile, hein, c'est pas une opération chirurgicale, même si il devrait y avoir la précieuse action d'un chirurgien, mais ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi facile dans le sens, je ne dis pas que l'opération d'un chirurgien est facile, mais disons que quand on connaît le sujet, bon, il y a autant d'heures tandis que la psychanalyse, non, il faut un certain temps. Il y a un certain temps que le sujet ne laisse pas, l'intervention se faire aussi facilement. Il y a tout un temps d'adaptation, de savoir, il doit voir avec qui il est, etc., pour que puisse avoir lieu, on va dire, si on veut l'appeler, en fait c'est pas comme ça qu'on l'appelle, mais on pourrait l'appeler comme une opération. Et puis en plus, parce que des fois, comme vous savez, on dit des choses aux patients, ou comme vous qui êtes en train d'écouter ce direct, il y a des choses que vous n'aurez pas écoutées. Il y a des choses qu'on ne peut pas écouter. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas préparé. Comme quand on parle à un petit garçon de 3 ans de l'existence d'un vagin, il va dire, c'est quoi le vagin? Il n'est pas préparé. C'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire pour pouvoir préparer le sujet à se rendre compte, par exemple, qu'il n'est pas la victime de la situation, sinon qu'il a participé à la vie qu'il a, à la création, la fabrication de la vie qu'il a. Donc, le surmoi ne se forme pas avec les expériences de l'enfant, avec les parents, et c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas ce qui a été vécu, non, on va recevoir en fait des transmissions lointaines. Et l'idéal du moi, parfois de la même façon, ça peut être, je ne sais plus qui est-ce qui faisait référence à ça, il y a quelqu'un qui l'a fait référence, que l'idéal du moi peut venir aussi d'un idéal des parents. Mais dans tous les cas, c'est un idéal, c'est pas que mon père disait qu'il voulait que je sois médecin. Ça, c'est pas l'idéal de mon père. Hein. D'accord? L'idéal de mon père, c'est quelque chose d'inconscient. Donc c'est quelque chose qui m'a transmis, mais de façon inconsciente. Parce que des fois, les parents, ils disent, oui, je veux que tu sois plus grand que moi. Et puis en fait, ils ne le supportent pas.
D'accord? Donc il y a un idéal qui va être transmis, qui ne nous appartient pas, qui n'est pas vraiment à nous, en fait, c'est un idéal qui nous a été transmis, qui appartient à nos parents, à d'autres personnes. Et donc on dit pour la sévérité du surmoi, en fait, la sévérité du surmoi ne fait pas référence exactement à la sévérité du père, sinon qu'elle fait plus référence à ce père idéal que nous avons tous eu. Non, ce père idéal, c'est-à-dire celui que nous avions quand nous étions tout petits et que papa, il était formidable. Yanis, l'idéal du moi, pourrait-on appeler ça le moi doudou à la Mélanie Klein, ou le moi transitionnel à la Donald Wincombe, ou le moi petit à la Lacan? Je ne sais pas si vous voulez. Jean-Loris, au quotidien, c'est peut-être l'idéal du moi, au quotidien, c'est pesant, bien évidemment, parce que les gens, ils ont des difficultés, non, à vivre, bien évidemment. Non. Et après, il y a une autre chose qui va bien évidemment intervenir, c'est l'amour. Parce que se sentir aimé, eh ben, ça ne veut pas dire qu'on nous aime. Se sentir aimé, parce que des fois, on nous aime et on ne se sent pas aimé. Ou des fois, non, on se sent aimé et on ne nous aime pas. Ça veut dire que ça n'est pas en relation avec la réalité extérieure. Mais ne pas se sentir aimé, bien évidemment, a des répercussions. D'accord? Donc, et une autre chose aussi, le concept de l'appareil psychique est confirmé par les travaux de neurosciences. Et donc, après, quand on va dire, par exemple, la déformité, la laideur, la faiblesse, l'infériorité sociale, donc le sujet peut présenter tout ça en disant « mais vous voyez bien comment on peut m'aimer, je ne pourrai jamais penser du bien de moi parce que regardez, j'ai des déformations, je suis laid, je suis faible, non, j'ai une infériorité sociale. » Mais tout ça, c'est en relation avec le moi imaginaire. Le sujet est capable de voir ça, même, vous l'avez vu dans vos relations, vous écoutez des amis des fois qui se plaignent d'eux-mêmes, et ça n'a rien à voir avec leur réalité, mais ça a à voir avec leur réalité psychique. Donc on a beau leur dire, mais non, c'est pas ça, ils sont persuadés, c'est leur réalité psychique. Et en fait, c'est en relation avec le moi imaginaire, avec l'image que le moi a de lui-même. C'est plus en relation donc avec l'image que le moi a de lui-même qu'avec la réalité. La réalité, il la connaît même pas. Donc vous voyez, c'est pour ça que la psychanalyse, je répète encore ce soir, mais que c'est un instrument fabuleux, parce que c'est un instrument qui va nous permettre d'une certaine façon de nous nettoyer un petit peu toutes les peaux qui couvrent les yeux pour apprendre à connaître la réalité dans laquelle nous vivons, pour nous rendre compte dans la réalité dans laquelle nous vivons. Donc c'est-à-dire que si je me sens inférieur, ça ne veut pas dire que je le suis, ça veut dire que je le sens. Mais se sentir inférieur, ce n'est pas une réalité. Oh, dans l'adolescence, qu'est-ce qui se passe? Ça dépend de ce que va dire l'adolescent. D'accord? Il n'y a pas un adolescent en disant, voilà, c'est ça le trajet d'un adolescent. Les adolescents, ils doivent se séparer des parents. Et ça, c'est les éléments par lesquels ils vont devoir passer. Donc, quand je me sens inférieur, ce n'est pas en relation donc avec ce que je suis, ou que je pense que les autres sont meilleurs que moi, ça n'a rien à voir. Donc ça aussi c'est bien pour les professionnels, parce que des fois il y a des professionnels qui croient ce que le patient leur dit, en disant je suis nul, je suis stupide, etc. et que le professionnel finisse par les croire. Non. D'accord? Ça c'est ce qu'il pense dans son appareil psychique. C'est-à-dire c'est la relation que j'ai avec moi-même. Et la relation que j'ai avec moi-même, dit ces phrases-là, on va dire, non? Et donc, selon la relation que j'ai avec moi-même, je suis en relation avec les autres. Il faut commencer par soi-même. Pour améliorer ma relation avec l'autre, il faut que je commence par moi-même. Ça, c'est clair et net, non? Maintenant, vous le savez, c'est-à-dire que tout à la base commence par nous. Tout commence par nous. Exiger que l'autre se transforme, c'est de la rigolade. De la rigolade. Premièrement parce que l'autre, c'est l'autre. Il ne m'appartient pas, c'est pas à moi de décider, c'est moi qui dois faire le travail. Mais quel est l'idéal du moi d'un psychotique?
un idéal du moi d'un psychotique. Il y a la participation. Ce sentiment d'infériorité peut participer dans toutes les autres névroses. D'accord, ça c'est une particularité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai une névrose obsessionnelle que je ne vais pas être touché par ça, ou parce que j'ai une hystérie, je ne vais pas être touché par ça, sinon que apprendre à s'aimer. Exactement, Serge. Très bien. Apprendre à s'aimer soi-même. Hein? Apprendre à s'aimer soi-même. Mais, vous savez, Serge, on ne peut pas s'aimer soi-même sans aimer les autres. Parce que ces autres, ils font partie de nous. Donc, en fait, c'est un jeu, on ne peut pas, celui qui s'aime lui-même et qui n'est pas capable d'aimer les autres, ben on va dire c'est un narcissique, non? Mais c'est pour ça qu'on doit apprendre à s'aimer en s'aimant avec les autres. C'est pour ça que c'est tout aussi important. Ou quand est-ce que ça commence? En apprenant à aimer les autres, je vais commencer à m'aimer. Peut-être. Mais quand on s'est construit avec cette mauvaise image de soi, le psychisme peut-il alors être modifié? Oui, Cécile. Le psychisme peut être modifié, bien évidemment. D'accord? Le psychisme, tout va dépendre du sujet, bien évidemment. Mais que la possibilité existe. Si on fait le travail, la possibilité existe. Si on ne fait pas le travail, la possibilité n'existe pas. D'accord? C'est la grande différence. Bon, merci bien à tous. Et cette fois-ci, je vous annonce que pour mardi prochain, ben, nous allons travailler, on va continuer un petit peu dans ce sujet, et on va travailler le sujet du trouble bipolaire. Le trouble bipolaire, hein, qui est tant utilisé. Mais qu'est-ce que la réalité? Sinon une notion complexe liée à la tension exercée par le monde et liée à la castration. Non, la réalité, elle existe simplement parce que ce que je dis d'elle, Yanis, ce que je dis d'elle, c'est moi, ce que je vais en dire, ça va être faire partie de ma réalité, ou ce que je vais en écrire, ou ce que je vais en faire. Non, ça fait partie de ma réalité. La réalité, elle n'existe pas. Nathalie, bonsoir. Hakim, bonsoir. Bonne continuation. Vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux. Et pour ceux qui veulent continuer à étudier, ben, on continue avec l'identification, avec le choix d'objets, avec le stade du miroir, avec la formation du moi, et ensuite aussi avec, il y avait un autre truc, le choix d'objets, et la répétition qui est très importante. Annick, merci à vous. Et Kélifi, bonsoir. Mazette, bonsoir. Martine, bonsoir. Oui, la réalité psychique, je suis d'accord, je parlais de la réalité au sens large, mais elle n'existe pas. L'être humain, qu'est-ce qu'il est, le sens large? Qu'est-ce que vous connaissez de la réalité? Ahmed, non, on peut faire une lecture de la réalité, mais la lecture, c'est toujours ce qui vous appartient. Vous avez beau lire le journal. Non, la réalité, c'est, en fait, c'est une part, c'est une construction. C'est pas la réalité psychique, mais c'est une construction qui parle de nous. La réalité psychique, c'est autre chose, mais c'est une construction qui parle de nous. La réalité au sens large, chacun en dit des choses différentes. Bonne continuation, bonne soirée, et Guylaine, bonsoir, et à mardi prochain. Au revoir.